On va parler des modèles et de ce à quoi ils servent exactement, Jérôme, de leurs bénéfices et de leurs limites. Peut-on utiliser des modèles dans tous les secteurs? Et est-ce seulement une question de puissance machine, en fait, les modèles? Bonjour madame, Messieurs, messieurs. dames. Alors, d'abord peut-être quelques mots de présentation. Oui. Hélène Baruch, vous êtes directrice de recherche à INRIA, vous êtes mathématicienne, vous travaillez dans l'imagerie des sous-sols, notamment avec Total, et vous travaillez également sur le soleil et les étoiles. Vous êtes à la fois sous terre et au-dessus de la terre, hein, c'est bien ça? Surtout sur terre. Bien dans le micro, hein, pour qu'on vous entende. Jean Jouzel, bonjour. Bonjour, Bonjour, oui. vous êtes climatologue, glaciologue, membre du JIEC, Oui. prix Nobel de la paix en 2007, et directeur donc de recherche au CEA. Et Alain Prochiantz, vous êtes chercheur en neurobiologie, professeur administrateur du Collège de France. Donc je le disais, d'éminents intervenants pour cette table ronde consacrée au modèle. On va peut-être commencer avec vous, Hélène Baruch. À quoi servent les modèles? Ça, c'est une vaste question. Ah bah, Je vais on a fait peut-être exprès. répondre dans le cadre de ma propre recherche, enfin de la recherche que Oui. mène mon équipe. Vous avez eu une belle introduction avec le pitch de Juliette. Donc nous, en fait, nous utilisons des modèles qui sont essentiellement des modèles d'équations d'ondes que nous utilisons pour fabriquer des données synthétiques, qu'après nous confrontons aux données expérimentales de façon à fabriquer des cartes, à retrouver les caractéristiques des milieux de propagation. Donc ça signifie qu'on utilise essentiellement des ondes mécaniques qui, elles, ont la belle propriété de, lorsqu'elles se propagent dans un milieu, elles sont capables d'enregistrer les caractéristiques du milieu. Et c'est ces caractéristiques que nous cherchons à reconstruire à partir des mesures pour deviner le milieu dans lequel elles se sont propagées. Donc nous faisons tout cela dans le cadre de recherches qui sont liées à des matériaux que nous ne pouvons pas aller sonder. Voilà, comme le sous-sol, le sous-sol profond ou le soleil, par exemple. Et quelles sont vos limites aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez tout modéliser? Non, on ne peut pas tout modéliser. De nombreuses questions se posent même encore pour réellement poser les équations de façon correcte. Notamment, il y a des querelles encore entre les physiciens pour définir les paramètres de poroélasticité, si vous voulez considérer la physique des roches. Voilà, ce genre d'exemple. Après, nous avons des limites. Donc, ce sont des limitations qui, elles, sont plutôt liées aux modèles que nous utilisons, aux équations, mais aussi on a des limitations liées aux modèles numériques, ce que nous appelons modèles numériques, c'est-à-dire les modèles discrets, qui, si nous voulons les résoudre dans des contextes réalistes, requièrent trop de capacité de calcul. Donc nous attendons avec impatience les supercalculateurs. Voilà. Ouais. Donc, les limitations sont nombreuses. Bien sûr. Elles apparaissent à différents aspects de la modélisation, aux équations. Nous pouvons même parfois être amenés à considérer des équations qui nous plaisent beaucoup et puis qui sont complètement à côté de la plaque. Parce qu'un physicien va nous dire mais qu'est-ce que vous utilisez comme paramètre? C'est pas ça. Alors Voilà. justement, physiciens et climatologues, neurobiologistes, ils sont à vos côtés. C'est ça que vous répondez aux spécialistes des modèles? Vos modèles sont à côté de la plaque? Ou alors vous les utilisez d'ores et déjà abondamment? Je ne sais pas ce que va répondre Alain, mais d'abord, bonjour et bon après-midi à tous. C'est un plaisir d'être là. Moi-même, je ne suis pas vraiment spécialiste des modèles, mais ça m'est un plaisir de vous en parler. Effectivement, oui, les modèles nous sont extrêmement utiles dans le domaine du climat. Je crois qu'on n'a pas dans le passé d'analogue de ce vers quoi nous allons. Donc la seule façon de se projeter dans l'avenir en termes d'évolution du climat, c'est de s'appuyer sur des modèles. Évidemment, ces modèles eux-mêmes s'appuient sur les données et sont construits à partir de, disons bien sûr, d'équations, mais aussi de comparaisons aux données, aussi bien aux données du futur, aux données du passé. C'est plutôt mon domaine de recherche. Mais effectivement, c'est extrêmement important. Ce sont des outils dont nous ne pouvons pas nous passer, c'est très clair. Mais concrètement, Jean Jouzel, à quoi vous servent les modèles? Eh bien, voilà, aujourd'hui, hier plutôt, a commencé à Bonn la 23e conférence climat, 2 ans après celle de Paris. Et avant tout, eh bien, les discussions vont s'appuyer sur les résultats des modèles présentés dans les rapports du GIEC dont vous avez déjà parlé. En particulier, en premier lieu, par exemple, ces modèles se sont vraiment développés au cours des 20-30 dernières années. Ça a commencé un peu plus tôt, mais vraiment les années 70-80, au départ, eh bien, il y avait ces modèles ne s'intéressaient qu'à l'océan, à l'atmosphère, aux surfaces continentales. Et puis petit à petit, ils ont élargi leur spectre avec le couplage avec, alors d'abord,
tout ce qui concerne le cycle du carbone, la chimie atmosphérique, mais aussi la biogéochimie marine. On modélise beaucoup de choses de plus en plus autour de ce qu'on appelle un système Terre, qui est très compliqué. Donc, pour donner quelques chiffres, disons à l'Institut Pierre en France, nous avons 2 modèles de ce type, l'Institut Pierre-Simon Laplace et Météo France. C'est dont nous travaillons beaucoup ensemble. Actuellement, c'est Eva Le Truc qui est directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Ce sont quand même une centaine de personnes qui travaillent sur la modélisation du climat dans cet institut qui regroupe 9 laboratoires de la région parisienne. Et disons, par exemple, je crois que c'est 300 millions d'heures de calcul pour le cycle. Alors, nous sommes dans le 6e cycle du GIEC, et donc les intercomparaisons, les gens travaillent sur les résultats qui vont le présenter dans ce 6e rapport, et c'est 300 millions d'heures de calcul. C'est quelque chose de très important. Je crois que nous sommes parmi la communauté, en tout cas mes collègues sont parmi la communauté, qui consomme probablement plus d'heures de calcul, mais ce n'est pas simplement des heures de calcul, évidemment, la qualité des algorithmes, la qualité aussi de l'interprétation des données. Donc c'est toute une chaîne depuis, bien sûr, les techniciens de l'informatique est nécessaire, mais c'est aussi beaucoup de réflexion, beaucoup d'interprétation des données, de comparaison. Et évidemment, c'est quand même ce qui est sur la table lors des négociations comme celle que nous avons, qui commence à Bonn cette semaine, et c'est donc très important. Mais concrètement, grâce au modèle, vous arrivez à prédire quoi? Alors après dire quoi? Eh bien oui, voilà. Donc, un léger réchauffement climatique, si j'ai bien voilà, compris. Donc on prédit l'évolution du réchauffement. Par exemple, que si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, nous irions vers 4 à 5 degrés en moyenne globale à la fin du siècle. On prédit que la répartition des températures, par exemple, ces modèles montrent ce qui est observé actuellement, que le réchauffement climatique est 2 fois plus rapide dans les régions de l'Arctique qu'il n'est en moyenne globale. Il est un peu moins rapide dans l'océan, qui a du mal, qui a une certaine inertie. Mais, par exemple, pour ce qui me concerne, on peut aussi être utilisateur de ces modèles. Moi-même, disons, dans les modèles, il y a de l'eau, de l'air, mais moi, je m'intéresse aux formes isotopiques de l'eau, c'est-à-dire la concentration en oxygène 18, il y a des formes isotopiques, et c'est ce qui nous sert comme outil pour reconstituer les climats passés à partir des glaces polaires. Donc mon propre lien au modèle, j'étais un de ceux, pas tout seul, mais j'étais à l'origine de l'introduction de ces espèces isotopiques dans les modèles dans les années 80, et c'est vraiment pratiquement tous les modèles climatiques maintenant ont une version isotopique. Donc d'autres personnes s'intéressent aux impacts. Il y a aussi beaucoup de modélisation des impacts du climat. Voilà, mais les premiers... Vraiment, disons, la base des modèles tels que les modèles climatiques eux-mêmes, c'est prédire ce qui est important dans le climat, la température en chaque lieu du globe, chaque saison, les précipitations, la circulation atmosphérique, les vents, les types de précipitations, la neige, et bien sûr, on a aussi des modèles, c'est très important pour ce qui concerne l'élévation du niveau de la mer, des modèles des calottes glaciaires et de leur évolution. Voilà, donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes, je dirais, dans les Alpes, eh bien, vous êtes intéressé par des modèles qui vont vous permettre de prédire, de regarder l'évolution à la fois de l'enneigement, mais aussi des glaciers alpins en fonction du réchauffement climatique. Donc ces modèles sont utilisés par toute notre communauté dans différents contextes. Est-ce que si on n'avait pas les modèles, cette modélisation, vous n'auriez pas pu prédire ce réchauffement climatique ou plus tard Oui, disons, ces modèles ont été extrêmement utiles. Ce sont vraiment les modélisateurs du climat qui, dans les années 70, ont réussi, donc, comme vous le savez, les premiers modèles ont été appliqués à la météorologie, et puis dans les années 70, il a été possible, à partir de ces modèles, de jouer avec. C'est-à-dire, bien sûr, on comprend qu'on peut changer la composition de l'atmosphère dans ces modèles, doubler la quantité de gaz carbonique, c'est ce qu'on appelle la sensibilité du climat, et dès les années 70, les années 80, eh bien, les modélisateurs ont montré qu'un doublement des teneurs en gaz carbonique nous emmenait vers des réchauffements de 3, 4, 5 degrés dans la deuxième partie du XXIe siècle. Mais aussi, disons, les données à l'époque ont été très importantes, avec en particulier ce lien démontré entre gaz à effet de serre et climat dans le passé à partir des glaces polaires. Donc tout ça, c'est complémentaire, mais sans les modèles, ce sont vraiment les modélisateurs qui ont tiré la sonnette d'alarme dans les années 70-80 en termes de réchauffement climatique et de ses conséquences. Et quel est le taux d'erreur ? Eh bien oui, donc il y a des incertitudes assez importantes. Disons, on peut les illustrer. Une des façons de les illustrer, c'est de regarder, disons, comment il y a une trentaine de modèles de par le monde,
Et quand on leur donne le même scénario d'évolution des gaz à effet de serre, vous vous attendriez à ce qu'ils donnent la même réponse. Eh bien, pas du tout. Quand on parle d'un réchauffement moyen disons de 4 degrés, c'est plutôt de 3 à 5,5. Donc il y a des modèles dont la sensibilité et la réaction à l'augmentation de l'effet de serre est différente d'un modèle à l'autre parce qu'il y a des phénomènes qui sont difficiles à appréhender, en particulier la façon dont réagissent les nuages à un réchauffement climatique. Donc oui, on a des erreurs qu'il ne faut pas oublier. C'est encore plus important pour les précipitations. Et dès qu'on essaye de descendre en échelle, qu'on regarde l'échelle régionale, eh bien, c'est de plus en plus difficile à mesure qu'on regarde à petite échelle ce qui va se passer. Et c'est souvent quand même ce qui intéresse le décideur, c'est vraiment le climat qu'il aura dans sa propre région. Mais les modèles se sont considérablement améliorés depuis une trentaine d'années et nous permettent vraiment de répondre aux questions principales que se posent les décideurs politiques, je crois. On va revenir probablement sur cette question de la fiabilité des modèles, mais avant cela, Alain Prochiance, est-ce que vous pourriez nous dire de la même manière si vous utilisez des modélisations numériques et si oui, dans quel domaine, enfin pour faire quoi? Enfin, moi j'ai bien connu Turing, c'est normal parce que j'ai 500 ans, donc beaucoup plus vieux qu'Inria, évidemment. Turing disait le cerveau, c'est la consistance du porridge tiède. Et n'importe qui a mis son doigt dans un cerveau peut constater que c'est à la fois la chaleur et la consistance du porridge tiède. En même temps, c'est un truc qui se casse tout le temps, ça saigne, l'ADN saute, se répare mal, les cellules meurent. C'est une catastrophe. Hein. N'est pas machine qui veut. Hein. Donc, et le miracle, c'est que ce truc là-haut, il est capable quand même de construire des théories qui vont envoyer des bons hommes sur la Lune ou permettre à M. Jouzel de prédire qu'en 2100, on aura passé les 3 degrés, probablement, ce qui n'est pas une marade du tout. Hein, mais bon, on ne sera pas là pour le voir, ce qui n'est pas une consolation pour nos descendants quand on en a. Mais la question du modèle, elle se pose, pour un biologiste, ça se pose de différentes façons. C'est-à-dire que d'abord, il faudra avoir le bon outil. D'abord, pour nous, le vivant est un modèle pour le vivant. C'est-à-dire qu'à travers l'évolution, on peut essayer de comprendre, en prenant chaque animal pour un modèle du suivant, comment la chose s'est imposée au cours des milliards d'années d'évolution de la vie, les 3 milliards. L'autre chose, c'est il y a des machines qui font un petit peu ce que fait le cerveau. Le machine learning, par exemple, il faut lui montrer 3000 images de singes, et puis d'un coup, on lui montre un singe, et il voit que c'est un singe, quoi. Nous, on fait ça beaucoup plus vite. Mais ce qui m'intéresse dans le modèle, par exemple, du machine learning, c'est qu'on ne sait pas comment ça marche. C'est-à-dire que, fondamentalement, il y a plein de théoriciens qui travaillent pour savoir comment on fait la machine pour apprendre. Et là, ça me ramène un tout petit peu à Turing et à cet article dans Mind, par exemple, Est-ce que les machines pensent? Et la dernière partie où il essaye de comprendre l'évolution des machines, où il compare les machines au cerveau vivant, au cerveau enfant. C'est comme ça qu'il est devenu biologiste à la fin de sa vie, puisque Turing était aussi un morphogénéticien. La question serait de peut-être que ces modèles, dont on ne sait pas comment ils marchent, en vérité, vont nous permettre de développer des formes mathématiques qui vont permettre de comprendre un tout petit peu mathématiquement le vivant. Parce que les mathématiques que je vois à l'œuvre dans les gens qui travaillent sur le vivant, c'est des mathématiques de physiciens fondamentalement. Et donc l'objet vivant n'étant pas un objet, c'est un objet physique, mais qui ne relève pas forcément d'une théorie de la physique. Hein, parce que l'objet scientifique, ce n'est pas uniquement l'objet, c'est l'objet et la théorie qui va autour. Si je prends un cerveau et que je le jette à travers la pièce, je peux en décrire la trajectoire, ça c'est de la physique. Mais si je prends un cerveau, je veux savoir comment il pense, c'est plus tout à fait la même science, vous comprenez? Donc ce qui m'intéresse, c'est de développer des mathématiques. Ce que j'attends des théoriciens, et c'est une demande là, c'est qu'ils me développent un outil mathématique qui sera adapté aux questions qu'on se pose dans les sciences du vivant, qui en fait sont théoriquement très peu mathématisées. Je ne pense pas qu'il y ait des mathématiques qui permettent de s'adresser vraiment à ces questions-là. Et ce serait un progrès immense. Alors, certainement, le machine learning, c'est une forme de modélisation qui peut nous permettre d'avancer dans une théorisation
fondée peut-être sur l'invention de nouvelles formes mathématiques. Vous voyez, c'est peut-être plus compliqué pour nous, malheureusement, parce qu'on est moins intelligent, donc tout est plus compliqué. Mais la question, c'est comment est-ce qu'un cerveau pense? Voilà. Et ça, comment est-ce qu'on trouve, hein? Par exemple, vous prenez toutes les données qu'avait Darwin, toutes, hein, et vous les mettez dans un super ordinateur. Est-ce qu'au bout de ça, il va sortir la théorie de l'évolution de Darwin ou quelque chose de complètement différent? Qu'est-ce que faisait Darwin là-dedans? Pourquoi Darwin? Est-ce qu'il y a des phares aussi chez les savants? Est-ce qu'il y a des gens qui, s'ils n'étaient pas là, est-ce qu'il y a un sujet de la science, s'il n'était pas là, il n'aurait pas trouvé la même chose? Donc, les questions qu'on se pose sont des questions beaucoup moins scientifiques au sens mathématique du terme que se posent les physiciens ou les mathématiciens. Mais c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore inventé, je disais, les formes mathématiques qui sont appropriées aux objets que nous étudions. Voilà. C'est une première réponse. Elle n'est pas très... Elle est scalaire. Ce qu'on comprend, c'est que voilà, la complexité du cerveau fait qu'il est compliqué de le modéliser, quoi, en gros, c'est ça. Il y a un projet qui s'appelle le Human Brain Project, qui est développé actuellement dans l'horizon 2020. Et alors, il y a le fantasme hein, que si vous prenez toutes les données que tous les laboratoires peuvent réunir et que vous les mettez dans une machine qui va faire tourner tout ça, vous allez sortir, vous allez comprendre le cerveau. Évidemment, on va trouver plein de choses. Ça, c'est évident qu'on va trouver plein de choses. C'est pour ça que, même si ça me fait un petit peu rire de temps en temps, ce n'est pas de l'argent entièrement dépensé en vain. Mais j'ai la tendance à penser que si on n'a pas un cadre théorique pour accueillir toutes ces données bottom-up, ça va être extrêmement empirique et cumulatif, et peut-être qu'il ne va pas en sortir une théorie par miracle, hein, qui va émerger de cette accumulation de données. J'ai tendance à penser qu'il faut à la fois une théorie à rectifier. Une théorie, ce n'est pas une religion. Une théorie, sont toujours évolutives. Une théorie, c'est toujours faux d'une certaine façon. Donc il faut une théorie pour accueillir les données et pour les faire évoluer la théorie. Et en même temps, il faut peut-être des humains. Et ça, c'est ça qui est très compliqué, parce que c'est depuis Galilée, c'est le grand livre de la nature écrit en langage mathématique, c'est une vision un petit peu religieuse, parce que qui l'a écrit, hein, le grand livre? Je me demande bien. Donc, mais en même temps, il y a un truc qui aide à penser beaucoup dans les sciences, et en tout cas, peut-être chez nous, les biologistes, qui sont un tout petit peu moins intelligents que les autres. Donc, mais c'est ce qu'on appelle le langage. C'est-à-dire que quelle est la place, par exemple, du langage naturel par rapport au langage mathématique dans la découverte? Le langage naturel, ce n'est pas uniquement passe-moi le beurre, je te donnerai le sel, ou la poésie, encore que je n'ai rien contre la poésie, bien entendu. C'est une structure, c'est quelque chose qui permet de penser, c'est quelque chose qui permet de penser très finement, mais c'est quelque chose qui est dangereux parce que dans le langage, il y a un sujet qui s'installe, le sujet de la science. Or, la notion qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut éliminer le sujet. On a une vision paranoïaque des sciences. Hein. Il faut que ce soit entièrement éliminé, qu'il n'y ait plus que des objets mathématiques, bien, et on ne sait pas où va se... Et pourtant, l'émotion, l'intelligence d'un homme, il y a des phares, hein, Darwin, Einstein, tout ça, c'est pas n'importe qui. Et comment cette chose peut se glisser dans la connaissance et établir des vraies connaissances qui ne sont pas relatives, qui sont des connaissances absolues, c'est une vraie question que quelqu'un qui travaille sur le cerveau est quand même obligé de se poser malgré tout, même si c'est en dehors du domaine scientifique. Bien entendu, j'ai bien conscience que ce n'est pas très scientifique ce que je vous raconte. Mais enfin, quand même, c'est peut-être un petit peu, oui. Mais alors, si on vous comprend bien, les mathématiques et l'informatique en tant que telles ont besoin aussi, finalement, d'évoluer, donc de recherche, donc de... C'est une discipline à part entière, ce ne sont pas que des outils qui vont ensuite vous servir de manière les animaux sont des merveilleux mathématiciens. Moi qui suis morphogénéticien, je vois évoluer les formes au cours du développement et bien entendu on y reconnaît des formes mathématiques, entre guillemets, hein, des topologies, des choses tout à fait étonnantes. Et ça, je pense que je me trompe peut-être, hein, je me trompe tout le temps, de toute façon, c'est pas, une fois de plus ne fera pas de mal, sauf à moi, bien sûr, mais
je ne suis pas sûr que nous ayons aujourd'hui les outils mathématiques qui nous permettent de penser ça. Et je crois que, et c'est pour ça que dans le centre de recherche que je dirige, j'ai invité beaucoup de mathématiciens qui ont des équipes, hein, pour d'autres raisons aussi. Si on a le temps, je vous expliquerai pourquoi. Pour des raisons que quand on est mathématicien, on a le droit de rêver, en fait. Alors que quand on est biologiste, on a le droit d'écrire. Ce n'est pas tout à fait la même chose, très souvent. Hein. Donc, et c'est pour aider les biologistes à rêver que j'ai fait venir des mathématiciens. Ce n'est pas pour leur donner de la rigueur, c'est le contraire, justement. Donc, bah oui. Hein. Donc, si j'ai fait venir des mathématiciens, c'est aussi parce que je pense que la modélisation est importante, dans la mesure où elle donne le droit de rêver. On fait des hypothèses, on voit comment ça évolue, et puis derrière, on peut éventuellement faire une expérience, et puis aussi ne pas faire celle qui serait totalement inutile, parce que le modèle nous a montré qu'elle ne servait à rien, que l'hypothèse était fausse depuis le départ. C'est aussi à ça que sert le modèle. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais de toute façon, je ne peux pas répondre à la question. Je ne sais pas moi-même, voilà. On demandera tout à l'heure à Cédric Villani, qui doit intervenir, s'il rêve, hein, en tant que mathématicien. Hélène Baruc, est-ce que les modèles pourront un jour, d'après... Alors vous, ce n'est pas votre domaine, hein, le cerveau, mais de ce que vous en voyez néanmoins aujourd'hui, est-ce qu'un jour on pourra modéliser le cerveau, d'après vous? Si on continue à s'attaquer aux problèmes comme on le fait actuellement, je pense qu'on est sur la mauvaise piste, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous que quand on veut, par exemple, modéliser le vivant, il faut arrêter d'utiliser des équations, enfin, même les équations que nous, on utilise. Donc il faut changer de système? De mon point de vue, déjà, il faudrait réfléchir à réellement comment modéliser le vivant. Voilà. Enfin, moi, ça me gêne un peu toujours. Enfin, je suis désolée de dire ça aux collègues qui travaillent là-dessus, mais on voit toujours des équations de réaction-diffusion. Pourquoi ce sont toujours ces équations qui sont des équations qui viennent de la physique? Pourquoi ce sont les bonnes équations? Mais bon, c'est un problème auquel nous sommes nous-mêmes confrontés, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas persuadés que les équations que nous résolvons sont réellement les équations qui vont nous permettre d'avoir une caractérisation précise. Alors, quand il s'agit de caractériser le sous-sol, ce n'est pas trop grave, mais les problèmes auxquels on s'est attaqué concernant le Soleil, déjà, on utilise des équations qu'on connaît bien, mais il est pratiquement certain que ce n'est même pas la bonne physique. Et là, je parle de physique qui est comprise, à peu près. Voilà. Jean-Joseph? Oui, donc quand on parle de complexité, je crois que ce qu'a dit Alain, c'est un peu vrai pour le système Terre. Quand on regarde tout, disons, effectivement, collectivement, on pensait qu'il serait assez difficile de s'attaquer aux problèmes climatiques dans son ensemble. Et en fait, c'est ce qui se passe quand même. On complexifie à chaque fois, on tient compte de plus en plus de variables, par exemple sur les impacts. Tout va sur la propagation des maladies en fonction du réchauffement climatique. Il y a plein d'études nouvelles auxquelles on ne pensait même pas, nous ne pensions même pas il y a 15-20 ans. Et donc cette modélisation se développe malgré la complexité du système auquel on fait face, parce que c'est un système très complexe. Mais il y a aussi, bien sûr, des limites. Il y a des limites inhérentes à la physique du système. C'est un peu chaotique quand même, le système climatique. En tout cas, il y a une prédictibilité à long terme. Mais je ne sais pas si ça peut servir d'exemple de la biologie, mais la complexité se trouve aussi mais c'est vrai aussi pour Hélène, je pense, quand on parle du Soleil. C'est aussi complexe de mobiliser. Disons, la complexité n'appartient pas qu'à l'improchiance. C'est ce que je voulais simplement dire. Donc, la complexité est partout. Ça le rassure. Ouais, je pense. Mais alors, quand même, tout à l'heure, on a eu droit à des exposés brillants sur ce qu'on peut faire par rapport au cœur, etc. Avec Nicolas Ayache tout à l'heure, oui. Et là, ça a l'air de fonctionner. Et oui. Et c'est quoi? On ne peut pas aller plus loin? On pourra pas. Le cœur, oui, pas le cerveau. Alors le cœur, c'est pas le cerveau. Il y a deux questions. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des progrès dans la médecine et que la médecine numérique ne va pas nous permettre de progresser énormément. Et à travers l'imagerie médicale, c'est clair que ce qu'a montré Nicolas, ce que montre Stanislas Dehaene, ce que font tous les gens qui font effectivement de l'imagerie, est une source d'information extraordinaire et même qui peut apporter un geste médical personnalisé surtout. Hein. Parce que c'est mon cerveau, moi, que je préfère qu'on répare, que le vôtre, sans aucune... Voilà. Donc, voilà. Donc, mais la question qui est posée, ce n'est pas uniquement celle du geste médical, hein. C'est celle de construire une théorie du cerveau. Et ça, ce n'est pas tout à fait la même chose que de construire une image, que de suivre. Et même si construire une image, suivre, faire de l'électrophysiologie, décrire, peut permettre de participer à la construction d'une théorie du cerveau,
ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que ce sont des éléments... évidemment qu'aujourd'hui, la médecine est incomparable avec ce qu'elle était il y a seulement 10 ou 20 ans, bien entendu. Mais ce n'est pas tout à fait la même question qu'en tant que théoricien et en tant que biologiste fondamental, je me pose. Même si ce sont deux choses, à mon avis, ce sont deux domaines un petit peu... Évidemment, ils se joignent. Ce que j'ai dit, tout ce qui va être fait par le projet Human Brain Project va être extraordinairement utile comme source d'information qu'on va recueillir, comme données scientifiques. Mais je me mets à un niveau, je ne dirais pas plus haut ni plus bas, mais différent, un petit peu sur le côté. Donc la question pour moi, c'est construire une théorie du vivant. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas de théorie du vivant autre que la théorie de l'évolution. Il n'y a pas de vraie théorie du vivant. Donc la balle est presque plus dans votre camp que dans celui d'INRIA. Mais je me sens coupable, oui. Alors malgré tout, on est chez INRIA, donc si on revient à des préoccupations véritablement informatiques, l'informatique c'est des mathématiques, c'est des algorithmes, c'est des programmes, c'est des données. Est-ce qu'aujourd'hui on a tout ce qu'il nous faut, notamment en termes de données, en termes, je sais pas, de puissance informatique, et vers quoi on va, d'après vous? Dans nos domaines, c'est plutôt, disons pour le moment, assez satisfaisant, mais toujours mes collègues pensent toujours qu'il faut, c'est très consommateur à la fois de moyens de calcul, de moyens de stockage, de développement d'algorithmes. Mais je pense que nos domaines de recherche sont pour le moment assez bien soutenus, en tout cas jusqu'à la fin de ce terme. On a parlé de beaucoup d'heures de calcul, de beaucoup de stockage, mais c'est aussi, on a aussi envie, comme de beaucoup d'autres, d'avoir des jeunes chercheurs qui viennent. C'est plutôt au niveau aussi de la réflexion, de l'utilisation, de l'interprétation de ces modèles qu'il faut aussi, c'est pas simplement la puissance de calcul et le développement des algorithmes, tout ça c'est important. Voilà, mais il y a des choses sur lesquelles on bute encore. Par exemple, cet été, on aurait bien aimé savoir, prévoir par exemple ces cyclones, leur intensité, leur évolution réelle. On ne sait pas par exemple comment vont évoluer les phénomènes El Niño dans un climat plus chaud. Donc il y a encore des questions qui demandent beaucoup d'efforts intellectuels et il y a encore beaucoup à faire dans nos domaines, comme dans tous les autres, je crois. Le calcul, enfin pour le moment en France, c'est assez bien. Nous étions il y a quelques jours à l'anniversaire, au 10e anniversaire, c'est moins bien que pour l'INRIA de Gensi, mais c'est vrai que ça a été une remarquable réussite. Antoine y était aussi, donc c'était chez toi. Hein, donc voilà, donc on voit bien aussi que les moyens sont là. Il y a eu un effort qui a été fait au niveau de notre pays, qu'il faut poursuivre, c'est ce que me disent mes collègues, mais pour le moment, disons, il y a une certaine satisfaction de ce qui se met en place. Modéliser le soleil, et Hélène Baruch, ça sert à quoi concrètement? Qu'est-ce que vous essayez d'avoir comme information? Bon, déjà, il y a un intérêt, je dirais, intellectuel de comprendre la structure interne du Soleil uniquement à partir de mesures qui sont réalisées, des mesures satellitaires. Et ensuite, il y a des aspects sociétaux, comme par exemple être capable de... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelque chose se passe sur la face cachée du Soleil, le Soleil, en fait, tourne sur lui-même de façon très lente. Et donc, on aurait suffisamment de temps. Si par exemple, on était capable de détecter une éruption solaire sur la face cachée du Soleil, le temps que le Soleil fasse son petit tour, on pourrait protéger d'éventuels satellites qui sont régulièrement endommagés par ces éruptions solaires. Et donc, il y a un enjeu économique très intéressant. Après, on peut aussi espérer comprendre un peu mieux les effets du Soleil sur l'humain aussi, tout simplement. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse surtout, c'est être capable de faire évoluer les techniques d'imagerie que l'on maîtrise à peu près pour comprendre la structure interne de la Terre, qui en fait s'avère être applicable au cas du Soleil. Donc les faire évoluer parce que c'est une physique plus complexe, de façon à comprendre la structure interne du Soleil ou d'autres étoiles. Parce qu'on sait que voilà, le Soleil est une étoile, donc cette étoile va mourir un jour. Est-ce que justement on peut modéliser tout ça pour avoir... la date alors la date exacte, je ne sais pas si vous l'avez, mais en tout cas la manière dont ça va évoluer? Alors là, vous me posez une question à laquelle je ne suis pas sûre de savoir répondre. Je ne vais pas trop m'aventurer à dire des bêtises. On peut imaginer, les mathématiciens, nous rêvons, donc on pourrait très bien imaginer répondre à cette question. Oui, éventuellement, on pourrait trouver un moyen de répondre à cette question. Au jour d'aujourd'hui, voilà, on a des préoccupations. Bon, le problème est tellement complexe en lui-même que nos préoccupations ne sont plus à court terme, je dirais. Alors ça, c'est le Soleil, et vous travaillez également sur le sous-sol. Oui. C'est plus concret, c'est plus facile à appréhender. C'est beaucoup plus concret. C'est beaucoup plus concret. C'est beaucoup plus concret.
La différence avec le Soleil, c'est que par exemple, pour le Soleil, on dispose d'énormément de données, alors que pour la Terre, on dispose de peu de données. Je parle de l'imagerie du sous-sol dans un cadre d'exploration pétrolière, par exemple, puisque c'est une activité que nous développons en partenariat avec Total. Donc là, on a déjà un nombre limité de données qui rendent le problème difficile à résoudre. Et on arrive au jour d'aujourd'hui à avoir des cartographies du sous-sol qui sont raisonnables et qui évitent de pratiquer des fourrages pour rien, comme ça se faisait, ça a pu se faire dans le passé. Alors c'est ce que vous apportez à Total, c'est-à-dire que vous allez grâce à vos modélisations. C'est ce que nous apportions, et au jour d'aujourd'hui, nous les aidons à comprendre d'autres. Disons qu'aujourd'hui, Total s'intéresse à d'autres problématiques. Comme la fracturation, la fracturation, le stockage du CO2. Alors, la fracturation La fracturation, c'est les énergies non conventionnelles. Ouais. D'accord. Le gaz de schiste, quoi. Non, pas forcément la cote. Voilà. Très... non, c'est-à-dire aller comprendre un peu mieux la structure de la fixe des roches, par exemple. Donc ça, c'est un problème auquel on s'est attaqué depuis peu, qui est très intéressante, parce qu'on s'attaque à de la propagation d'ondes avec des échelles. C'est des vrais problèmes multi-échelles, où on doit aller voir à des échelles de l'ordre du nanomètre. Et donc Total a acheté un tomographe pour récupérer des données expérimentales. Et nous, notre objectif, c'est de reproduire ces données expérimentales numériquement. Mais du coup, on se retrouve à résoudre des problèmes posés dans des milieux poreux, conducteurs, avec voilà. Et vos modèles arrivent à détecter, par exemple, des gisements pétroliers? Oui, ah oui, ça on y arrive. Ça, on y arrive. Et de manière précise? Ça dépend ce que vous appelez de manière précise. C'est-à-dire que ça va être suffisamment précis pour que le forage soit fait dans Pour que Total décide d'investir pour faire un forage, en fait. Pour que le forage soit fait dans un bon périmètre. Et vous matchez à tous les coups? On match. Qu'est-ce que vous appelez matcher? Enfin, vous avez... On n'est pas à la précision du centimètre. On ne dit pas il faut creuser non, là, pas le centimètre, mais disons... Voilà. En fait, on a des bassins d'acquisition de données et on est capable, à l'échelle du bassin, de dire si ça Et la modélisation va jusqu'où? C'est-à-dire, vous arrivez à connaître la profondeur, l'étendue du gisement? Alors, on a un gros problème, c'est que la Terre est un milieu dispersif. Et donc, c'est très difficile d'aller en profondeur. Donc, parfois, on peut répondre non, il n'y a rien, alors qu'il y a quelque chose, mais c'est encore plus profond. Et parce que justement, nos modèles d'équation d'ondes, les ondes, si vous voulez, ce que l'on fait, c'est que pour générer des données, on a des campagnes d'acquisition qui se déroulent, on génère des ondes de manière artificielle. Donc on fait exploser quelque chose, voilà. Donc les ondes se propagent dans le sous-sol. Donc vous enregistrez ces ondes? Voilà, et en fait, nous, au niveau des capteurs, on enregistre les ondes réfléchies. Et ce sont ces ondes réfléchies qu'après, on rétropropage de façon à reconstruire le milieu dans lequel elles se sont propagées. Parce qu'elles ont la propriété d'enregistrer, en quelque sorte, les caractéristiques du milieu. C'est comme un radar, mais... Oui, c'est comme un radar. Ouais. C'est pas les mêmes ondes. Voilà, c'est ça. Voilà, et donc je ne sais plus ce que je disais. Oui, la difficulté que nous avons, c'est que, en général, les capteurs, on les met plutôt en surface. Et donc le phénomène, les ondes, lorsqu'elles arrivent au niveau des capteurs, souvent elles sont très atténuées. Et donc on a des difficultés à comprendre ce qui se passe réellement en grande profondeur. Et au jour d'aujourd'hui, on a envie d'aller très profond. Parce que, en termes de calcul, j'imagine que c'est des calculs phénoménaux. Ça prend du temps pour après modéliser tout ça. Alors ça prend du temps. C'est quoi l'échelle de temps? En temps, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Le dernier cas d'inversion que nous avons fait, donc on a inversé des données qui représentaient à peu près une portion de terre qui était de 30 km sur 30 km et 5 km de profondeur. Et on a mis à peu près 50 heures. 50 heures? Oui, 50 heures. D'accord. Et donc là, la limitation, c'est simplement la puissance de calcul. Alors, si vous aviez le double de puissance, vous iriez 2 fois plus vite? Alors non, parce que la vitesse des calculs, au jour d'aujourd'hui, elle est essentiellement plutôt liée à nos algos mathématiques, parce que bon, il y a le modèle, mais après, il y a l'algorithme que nous allons mettre en œuvre pour résoudre les équations. Et donc là, l'algorithme a un très fort impact sur la vitesse de calcul. Donc on a cette difficulté-là, et ce qui explique que beaucoup de mathématiciens travaillent à l'élaboration d'algorithmes qui permettent de réduire les temps de calcul. Mais je dirais que pour nous, pour notre problématique au jour d'aujourd'hui, parce que le pétrolier, il peut attendre. Ce n'est pas la même chose que par exemple en sismologie, où on veut reproduire des aléas sismiques en temps réel, quoi. Voyez. Et là, sincèrement, on pourrait modéliser
de futurs tremblements de terre avec une précision importante. Mais ça se fait déjà. Ça s'est fait dans mon équipe. Malheureusement, le chercheur qui faisait ça est parti. Enfin, heureusement parce qu'il est très heureux, mais je veux dire... il n'est pas parti. Il y a un code qui est très connu et qui, à un moment donné, a été maintenu par l'OURIAC. C'était quoi cet exemple ? Et ben, par exemple, je ne me rappelais plus l'année, là, vous savez, le tremblement de terre qu'il y avait eu en Thaïlande, c'était ? C'est en 2006, je crois. 2006, enfin, bref, grâce à ce code, oui, parce que l'équipe existait déjà, grâce à ce code, en fait, ils ont simulé le tremblement de terre et on a été capable de voir l'onde de surface qui a fait un tour complet à la surface de la Terre et qui, en fait, est de très très forte amplitude et expliquait l'étendue des dégâts. Donc, au jour d'aujourd'hui, par exemple, ce code, lui, est plutôt utilisé non pas pour prédire les tremblements de terre, mais pour, à partir des mesures qui sont réalisées quand le tremblement de terre se produit, d'éventuelles répliques. Ah, d'accord. Voilà. C'est en ces termes que le code est utilisé. Est-ce que les perspectives de l'informatique, notamment l'ordinateur quantique, je crois qu'on va en parler un peu plus tard tout à l'heure, ça représente des espoirs pour vous ou... Ça ouvre le champ des possibles. Personnellement, moi, ça me donne l'espoir de nouvelles pistes de recherche et de repenser un peu nos algorithmes. Nous y sommes très encouragés par notre partenaire industriel Total, qui est très intéressé par l'utilisation d'ordinateurs quantiques. Et donc, il nous encourage à réfléchir à des algorithmes qui seraient, je dirais, je ne sais plus, m'a dit un collègue, quantifiables. Voilà. Compatible avec ce type de machine. Donc ça signifie peut-être repenser notre façon de discrétiser les équations, je vais peut-être dire n'importe quoi, ou notre façon de mettre en œuvre nos techniques d'inversion, qui, elles, en fait, sont déjà pas mal repensées par des nouvelles... par exemple, il y a des techniques d'inversion qui utilisent le machine learning ou qui utilisent des réseaux de neurones. Voilà. Les techniques d'inversion, c'est-à-dire tout le travail qui est fait ensuite pour produire, par exemple, les images du sous-sol, sont déjà très en avance et essaient d'explorer de nouvelles pistes de calcul. Réseau des équations d'ondes avec des... Enfin, je ne sais pas. Honnêtement, c'est des choses auxquelles nous pensons, mais je ne suis pas du tout apte à parler de ça. Jean Jouzel, tout à l'heure, vous constatiez justement l'échec de la puissance des cyclones qu'il y a eu il n'y a pas longtemps et vous ne l'avez pas vu venir, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile, disons, à mesure qu'on descend en échelle, ça devient très difficile de modéliser. Et donc, bon, on comprend quand même qu'un cyclone qui prend ça, disons, dont l'origine est au niveau du Cap-Vert, au niveau de l'Afrique, c'est quand même difficile d'en prévoir la trajectoire à mieux que 30 km près. Et certaines personnes se sont plaintes que les trajectoires n'étaient pas prévues de façon assez précise. Mais c'est aussi peut-être un rêve. C'est pas facile, bien sûr, disons quelques jours à l'avance, de prévoir exactement les trajectoires. Il y a eu aussi la difficulté de prévoir la vitesse des vents. Mais ça s'est nettement amélioré quand même au cours des 10-20 dernières années. Et là, c'est aussi une question de puissance de calcul, de données également. Mais heureusement, dans notre domaine, beaucoup de données viennent des données satellitaires qui aussi sont très consommatrices d'heures de calcul, de moyens de calcul. Mais disons, là aussi, il y a quand même un peu... Je pense que ça va progresser. Malheureusement, les cyclones eux-mêmes progressent dans leur intensité, ce qui est le véritable problème. Je crois que le véritable problème, ce n'est pas la capacité que nous avons, disons que nos collègues ont à prévoir l'intensité, les trajectoires des cyclones de façon précise, c'est ce risque qu'avec le réchauffement climatique, leur intensité augmente en termes aussi bien de vitesse de vent maximale de l'ordre de 20% et de précipitations qui leur sont associées, qui peuvent être plus importantes. Et on a vu, dans le cas par exemple de Houston, c'était les quantités de précipitations qui étaient vraiment à l'origine des dégâts principaux. Ça peut être le vent, ça peut être l'onde de tempête dans les régions côtières. Tout cela, ce sont bien sûr, tout cela, on se modélise, ça s'améliore, mais je crois que ça va continuer à s'améliorer, mais on ne peut pas non plus demander, je crois, à notre communauté de répondre de façon très précise, enfin extrêmement, beaucoup plus précise que nous le faisons aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi des limites inhérentes au système, à la complexité des systèmes, disons, qu'on essaye de modéliser. Messieurs, dames, on touche à la fin de cette table ronde, donc on va peut-être vous demander un petit mot de conclusion à chacun. Alain Prochiantz,
qu'est-ce qu'il faut retenir? On n'est qu'au début de l'utilisation des modèles? On n'est pas prêt de modéliser le cerveau. Non, le mot de la fin, ce serait que les modèles sont très utiles, mais ce ne sont pas des représentations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être prisonnier du modèle. Et très souvent, le modèle emprisonne le réel et empêche l'imagination d'aller un tout petit peu au-delà du modèle. Et par exemple, le modèle du cerveau-machine, qui est un modèle très puissant, a bloqué toutes les études pendant très longtemps sur la neurogenèse chez l'adulte, une sorte de plasticité morphologique, des choses comme ça. Donc je crois que le modèle, il donne de la liberté de penser, parce qu'on est à l'abri d'une modélisation, et ça c'est très important. C'est pour ça que j'ai des modélisateurs dans le centre de recherche. Mais en même temps, le modèle doit aussi évoluer et surtout ne pas emprisonner dans une forme rigide et définitive de ce qu'est le vivant, parce que moi je ne connais que ça. Voilà. Donc un peu la même idée, je crois que les modèles sont vraiment indispensables dans notre domaine, en particulier aussi bien pour regarder vers le passé, d'ailleurs vers le futur, mais généralement quand même, très souvent ce sont les données qui précèdent les modèles. Deux cas, par exemple, personne n'avait prévu dans les années 80, disons ce lien entre gaz à effet de serre et climat dans le passé, aucun modélisateur n'avait prévu l'existence de variations climatiques rapides. On nous disait même dans tous les livres que celles-ci n'existaient pas. Donc il faut bien garder cette force de regard sur les données et la qualité des modèles. Disons, les modèles ne peuvent pas évoluer tout seuls. On doit toujours, en disant, les tester, les regarder en fonction des données, et donc continuer notre effort sur l'observation. C'est, disons, notre science, mais c'est dans beaucoup de sciences, c'est vraiment, disons, la combinaison de différentes approches, et en particulier dans ce cas présent, de l'observation et de la modélisation, pas la modélisation toute seule. Hélène ? Moi, je dirais que je pense que les modèles, bien évidemment, je suis convaincue qu'ils sont très utiles et je pense qu'ils n'ont de sens que dans un cadre pluridisciplinaire. C'est-à-dire que l'observation est effectivement un élément fondamental pour élaborer un modèle. Donc, il faut que le mathématicien qui a envie de résoudre un modèle soit en lien avec le scientifique qui correspond au phénomène que l'on souhaite simuler. Donc ça va être un biologiste, un chimiste, un physicien. Voilà. Et puis l'informatique est indispensable. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le mathématicien n'oublie pas qu'un jour tout cela doit être programmé. Et donc il faut être très au courant des techniques qui nous sont proposées pour faire nos calculs. Et donc il faut faire évoluer nos algorithmes mathématiques, nos méthodes mathématiques de façon à ce que elle passe à l'échelle dans les grands calculateurs. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène Barrus, c'était passionnant. Jean Jouzel, Alain Prochian.